Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Emmanuel Kant, Réflexion sur l'éducation. À son disciple Rinck, une série de notes sur la pédagogie. Les cours étaient des lectures commentées, pédagogue durant toute sa carrière. Discordance entre le contenu de l'enseignement et les possibilités mentales de l'élève. L'enseignement dispense des connaissances que l'élève n'a pas encore en âge d'assimiler. Seule une raison exercée et munie peut s'approprier. On ne parvient à faire que des faux savants. Kant, comme Rousseau, demande que l'on cesse d'apprendre des pensées. Il faut apprendre à penser. Le texte est un prétexte comme une source de problèmes. Rousseau lui fera manquer sa promenade. Émile a influencé Kant. Basedow est une véritable maison d'éducation qui le déchantera. L'éducation est le plus grand et le plus difficile problème qui puisse être proposé à l'homme, Kant. Discipline de la raison pure, strictement pédagogique, Kant était aussi précepteur pendant 9 ans. Il disait s'entendre mieux à la théorie qu'à la pratique, immense abîme qui sépare les deux, difficulté d'un éducateur. La sagesse de Kant supplée à son manque d'expérience. En pédagogie, tout revient à l'expérience. La métaphysique intervient à tout moment pour nous ramener au concret. La pensée et l'expérience se nouent. Sa pédagogie demeure actuelle. Rousseau déclare risibles les établissements qu'on appelle collèges. Au XVIIIe siècle, en Allemagne, la qualité des maîtres est déplorable. C'était un ouvrier de bonne volonté, sinon un commerçant failli, un étudiant raté ou un invalide de guerre quand il savait écrire. Baron von Zelzitz, tous ceux qui savent quelque chose veulent être autre chose que maître d'école. Perloche, refuge de ceux qui ne trouvaient pas à s'employer ailleurs. Les maîtres ne savent pas enseigner, véritables dresseurs de perroquets. Comptabilité des coups donnés plus que progrès dans le savoir. La fréquentation de l'école est irrégulière. C'était le dimanche matin, 1 à 2 heures. Aller à l'école était une expression dépourvue de sens. Les étudiants allaient à l'université quand ils n'avaient rien d'autre à faire. Frédéric II proclama la scolarité obligatoire de 5 à 13 ans. Décret inefficace. Mauvais maître, parents insouciants et pas assez d'école. Eckner attendait d'établir une scolarité normale à Berlin. Politique réactionnaire de l'Église et des princes. On apprend le latin et pas l'allemand, jusqu'en 1750. On n'étudiait que pour lire la Bible. Le XVIIIe siècle ne sait pas ce que c'est que l'enfant. L'enseignement n'a aucun fondement solide. L'enfant est habillé comme son père, riche comme un marquis, pauvre en guenilles. L'enfant n'existe pas. C'est contre cette vision que s'élève la pensée de Rousseau. C'est lui qui découvre une terre nouvelle, l'enfance. Locke voulait que l'on raisonne avec les enfants. Rousseau explique les aberrations de l'enseignement. L'enfance a des manières de voir, de penser qui lui sont propres. Basedow entend l'appel de Rousseau et répond au vœu de Kant, instruire les futurs maîtres. Il appela sa fille Émilie en souvenir d'Émile de Rousseau. Basedow publia un livre encyclopédique et bâtit un institut de Dessau, le Philanthro-Opinion. 3 groupes d'élèves, les académistes, ou fils de famille, les pédagogistes moins riches, admis de 10 à 16 ans, qui se destinaient à l'enseignement, et les famulants, jeunes destinés à être domestiques et qui étaient déjà à l'institut des domestiques et des académistes. L'entente des maîtres fut désastreuse, guerre de tous contre tous. Les maîtres, les sénateurs enseignaient aux élèves que le sage doit savoir maîtriser ses transports de joie, mais oublièrent leurs préceptes. Aucun élève ne réussit. Stempfenthal, maître enrichi de l'expérience, créa un autre institut sur le même modèle. Rousseau recommandait de ne point trop se hâter dans l'éducation. Laisser mûrir l'enfance. Basedow fit l'inverse, jeune docteur. Pour lui, efficacité coïncidait avec la rapidité et les connaissances étaient superficielles. Karl Speiser dira « tout savoir sans rien savoir ». Presque tout revient à l'expérience. Aucune génération humaine ne peut présenter un plan d'éducation achevé. Basedow définira la nature empirique expérimentale même de sa tentative.
C'est en marchant pas à pas que la raison procède dans ses projets. On avance lentement, puis on recule. Une telle école serait un modèle et deviendrait une pépinière des maîtres pour tous. La voie de l'éducation est l'expérience. Éduquer ne peut jamais consister à philosopher contre l'expérience, suivre l'expérience. Kant affirme que l'éducation n'est qu'une importante expérience. Lui, l'adversaire de l'empirisme. L'éducation est un art dont la pratique doit être perfectionnée par beaucoup de générations et ne progressera que pas à pas. Kant découvre que l'expérience est la seule voie que puisse être suivie en pédagogie, période pré-critique. La raison métaphysique, évidente, passionnante, est la liberté humaine. La connaissance de l'essence des choses se fonde dans la subjectivité transcendantale. Un être est libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'essence qui détermine son existence. Révolution copernicienne, les planètes vont du point de vue de la Terre, dans tous les sens, mais pas du Soleil. Les planètes suivent leur cours. L'éducation est un art, lié résolument à l'expérience. La liberté interdit à l'éducation de se constituer comme science, pose problème. L'homme, dit Kant, est la seule créature qui doit être éduquée. Libre, l'homme possède un devenir, et de tous les êtres, il est le seul qui existe véritablement, temporellement. L'animal ne possède aucune temporalité, par son instinct. Kant évoque Rousseau et annonce Fichte. L'homme est un être en devenir. L'homme a la faculté de se perfectionner. L'animal est au bout de sa vie après quelques mois. Fichte, tout animal est ce qu'il est. L'homme, originairement, n'est rien. Il n'est rien car il est libre. Sa liberté dessine un néant dont l'homme devra dégager à travers le devenir, son être. Difficulté du problème de l'éducation presque insoluble. C'est une chose enthousiasmante que de penser que la nature humaine sera toujours mieux développée par l'éducation. Kant. Seul un être supérieur peut diriger le progrès de l'homme. L'homme semble incapable d'être son propre maître. Être libre signifie essentiellement être responsable de soi. L'homme est libre et doit par conséquent se cultiver lui-même. Dieu a créé l'homme à son image et l'a fait libre, le plaçant au centre du monde et faisant de lui la fin dernière. Il faut s'appuyer sur l'expérience des générations passées. Kant admet les punitions qui procèdent de la nature des choses. Avec Rousseau, aucun châtiment. Dans cette théorie philosophique, Kant soutient que la punition ne doit viser aucune fin. Exemple et amélioration du coupable. Kant, avec Iselin, estime que les récompenses donnent un tour d'esprit mercenaire. Il rapproche l'éducation dans l'art de gouverner les hommes. Seul un immortel pourrait apprendre dans sa plénitude. Postulat de l'immortalité de l'âme rendant possible un progrès indéfini. C'est en vue de l'avenir que l'enfant doit être éduqué, principe régulateur. L'homme doit atteindre une liberté raisonnable. L'éducation est possible, mais pas facile. Kant attache beaucoup d'importance à la discipline. Celui qui n'est pas discipliné est sauvage. L'obéissance peut être dérivée de la contrainte et elle est alors absolue ou de la confiance. Cette obéissance volontaire est très importante. Dresser vient de l'anglais habiller, vêtir, qui veut dire civiliser, polir. Seul un concept synthétique liant obéissance et liberté, contrainte et volonté peut fonder réellement l'éducation. Il y a de la plus haute importance que les enfants apprennent à travailler. L'homme est le seul animal qui doit travailler. Haute signification attachée par Kant à l'idée de travail. Le travail est le concept synthétique central de l'éducation. Le travail, c'est l'obéissance. C'est connaître la réalité du monde et s'y soumettre, soumission aux lois. Liberté et obéissance s'unissent. Le travail comme formation de l'homme. Modifiant le monde, l'homme se modifie lui-même. L'homme est œuvre de soi. L'éducation découvre sa temporalité propre. Au temps du savoir succède le temps de l'action. Dans le temps de travail, l'éducation s'œuvre à la joie. Par et dans le travail, le monde et l'homme acquièrent un sens. Paradoxe de la torture quotidienne si longue et de la brièveté de la vie quand elle touche à sa fin. La meilleure façon de jouir de la vie est pour Kant le travail. La délivrance superficielle de la distraction est vide. La délivrance profonde le mène à la joie. L'homme qui travaille donne un sens à son existence. Seul le travail qui définit l'homme fonde l'éducation. 3 périodes, l'éducation du corps par l'exercice, l'éducation intellectuelle ou de la culture de l'âme, enfin sur l'éducation morale qui couronne l'ensemble. L'enfant est devenu homme et il est apte à reproduire. Question de sexualité.
Les parents doivent veiller aux mauvaises habitudes, distinguer chez l'enfant les cris de souffrance des caprices, l'importance de l'amour maternel, et il est donc préférable que la mère soit aussi nourrice, lait maternel. L'éducation est placée sous le signe de l'effort et du travail. Privilégier la mémoire et le propre de l'esprit et d'être une libre activité, une activité créatrice et non reproductrice. On doit cultiver la mémoire tout en cultivant l'entendement, exercice de l'intelligence. Toute notre connaissance commence avec l'expérience. L'éducation morale doit conclure l'éducation, l'équilibre de l'âme avec l'éducation religieuse. On conduira à représenter Dieu sur le modèle du père de famille. On cherchera à fonder les idées religieuses sur la morale. Conception raisonnable et pas nourrie par la sensibilité. La conscience du devoir, la loi en nous s'appelle conscience. Peur et récompense est un culte religieux. Aimer Dieu consiste à tenter de devenir meilleur. L'éducation s'achève dans la pleine conscience de la valeur de sa vie comme individu, comme citoyen, comme homme devenu lui-même, pour qu'à la fin de sa vie, cet homme puisse faire une estimation de la valeur de la vie. L'homme doit d'abord développer ses dispositions au bien. Le jeu du cerf-volant cultive l'habileté. Faire sentir à l'enfant ses faiblesses sans l'impressionner trop fortement. L'enfant dit jouer, il doit avoir des heures de récréation, mais il doit aussi apprendre à travailler. S'il s'adonne à la paresse, il sera plus difficile à le décider à travailler. L'éducation doit comprendre la contrainte sans devenir un esclavage. Fortifier la puissance d'attention. Le conduire à tirer beaucoup de choses de sa propre raison. Ne pas rendre les enfants timides, ne pas user de paroles dures, ni leur faire honte. La volonté des enfants ne doit pas être brisée, mais dirigée. Si un enfant ment, on ne doit pas le punir, mais le traiter avec mépris. Procurer aux enfants des concepts de ce qui est bon ou mauvais. Chez un enfant, il ne faut pas former un caractère de citoyen, mais un caractère d'enfant. L'obéissance est fondamentale pour le caractère d'un enfant. Maître ne doit montrer aucune prédilection, aucune préférence, sinon les autres deviennent rebelles. Son caractère sera fondé sur la véracité. Pas de penchant au mensonge. Sociabilité et amitié doivent prévaloir. Le cœur doit être joyeux. Une religion qui rend l'homme sombre est fausse. L'homme doit servir Dieu d'un cœur joyeux. Ils doivent être instruits avec des choses de leurs âges. Leurs habits sont nécessaires, pas de toilette. Pratiquer l'habileté, la prudence et la moralité. Il faut commencer par écarter les passions. La chose la plus importante est de fonder le caractère. Chez un homme méchant, le caractère est très mauvais. Fermeté de la détermination. Leurs cœurs doivent être moins affectés par le sort d'autrui que doit le rendre vigoureux. Bienfaisance. C'est d'après les concepts de la raison que l'enfant doit s'estimer. L'humilité n'étant qu'une comparaison de sa valeur avec la perfection morale. Il est absurde de s'apprécier moins qu'autrui. Ne pas permettre l'humiliation des autres. La franchise est une confiance modeste en soi-même. Tous les désirs de l'homme sont ou bien formels, la liberté et le pouvoir, ou bien matériels, rapportés à un objet. Ce sont des désirs qui concernent l'opinion ou la jouissance, ambition, volonté de domination, cupidité, volupté, bien-être et goût de la conversation. Les vices relèvent soit de la méchanceté, soit de la bassesse, soit de l'étroitesse d'esprit. Envie, ingratitude, joie des malheurs des autres. Injustice, infidélité, fausseté, débauche, intempérance et honneur. Ainsi que la dureté de cœur, l'avarice, la paresse ou la mollesse. Les vertus sont la générosité, la bienfaisance, la domination de soi, la loyauté, la bienséance et la douceur, l'honnêteté, la décence et la tempérance. Un être devient moral lorsque sa raison s'élève jusqu'au concept du devoir et de la loi. Nous ne sommes que des animaux. Il faut garder les enfants d'estimer trop haut les mérites de la fortune. Les mérites de la fortune. Les instruire de l'ordre et de la beauté des œuvres de la nature, les ouvrir au concept d'un être suprême, d'un législateur. Tout attribuer à la nature et ensuite attribuer celle-ci à Dieu, analogie avec le Père. La religion est la loi qui est en nous. L'homme doit être méprisable à ses yeux lorsqu'il est vicieux. L'adolescent perçoit la différence des rangs des hommes et de leur inégalité. L'enfant ne doit pas donner d'ordre aux domestiques. Inculquer l'égalité des hommes au sein de l'inégalité civile. Lui enseigner à être scrupuleux en toutes choses. L'instruire à être de bonne humeur et
d'égalité d'humeur aussi. Se montrer de bonne compagnie dans la société, lui développer les sentiments d'humanité et les sentiments cosmopolites. Ils doivent se réjouir du bien universel. Leur enseigner la nécessité de faire chaque jour un compte avec soi-même, lui effacer la peur enfantine devant la mort par la nécessité de faire chaque valeur à la jouissance que procurent les plaisirs de la vie. Emmanuel Kant, réflexion sur l'éducation. Merci.